Bonjour, aujourd'hui, mercredi 1er juillet 2026, il est 18h30 heure Montréal, New York. Il y a 2 semaines, un mémorandum censé refermer une guerre était signé à distance entre Téhéran et Washington. Aujourd'hui, le principal négociateur iranien que son pays déclare que son pays ne négocie plus du tout avec les États-Unis. Au même moment, un journal américain rapporte que le président envisage, parmi d'autres options, de rouvrir les hostilités. Entre les deux, un détroit large de 34 kilomètres par lequel transite un cinquième du pétrole mondial. Donc, comment un accord vieux de juste 15 jours peut-il déjà figurer dans une discussion qui se fige à ce point-là? C'est ce qu'on va essayer de décortiquer aujourd'hui. Donc, si on revient au fait, il y a 3 éléments datés de cette semaine qu'il faut d'abord poser dans son mélange. Le premier élément, le 30 juin, dans un entretien à la télévision d'État, Mohammed Bagher Ghalibaf, président du Parlement iranien et chef de la délégation de négociation, affirme que Téhéran ne négocie actuellement pas du tout avec Washington. Il conditionne la reprise à l'exécution des clauses d'un mémorandum d'entente signé le 17 juin dernier. Et sa priorité affichée, c'était le Liban. Selon lui, l'article premier de ce texte engage les États-Unis à faire cesser la guerre au Liban, à obtenir l'arrêt des opérations militaires et le retour des habitants. Entre parenthèses, 1 million de déplacés. Il ajoute que l'Iran se dit prêt à la guerre si ces engagements ne sont pas tenus. Deuxième élément, le Wall Street Journal rapporte le 30 juin que Donald Trump a eu plusieurs conversations ces derniers jours avec son secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, et le chef d'état-major interarmé, le général Dan Kay, autour d'un possible retour au conflit. C'est ce point que la couverture relaie en boucle. Mais le même article, dans sa lecture complète, indique aussi que face à l'éventail des options présentées, le président Trump aurait dit préférer laisser une chance à la diplomatie et se disait prêt à prolonger la trêve de 60 jours. Nous y reviendrons. Les deux moitiés de ce rapport ne circulent même pas à la même vitesse. Troisième élément, le New York Times révèle que Oman a remis à Washington une proposition sur l'avenir du détroit d'Ormuz. Puis le monde propose un mécanisme de frais de service pour les navires. Et le ministère qatari des Affaires étrangères dément qu'une réunion directe de haut niveau entre Iraniens et Américains a eu lieu à Doha, alors que les envoyés Steve Witkoff et Jared Kushner y rencontraient le premier ministre qatari. Donc, des discussions techniques indirectes, elles se poursuivent avec Doha et Islamabad comme médiateurs. Donc, voilà les faits, et puis il reste à comprendre pourquoi ils s'emboîtent en blocage. Donc, si on revient au contexte général, donc pour saisir ce gel, il faut remonter au 17 juin dernier. Ce jour-là, l'Iran et les États-Unis signent à distance ce que la presse appelle le mémorandum d'Islamabad, une prolongation de 60 jours du cessez-le-feu, qui avait suspendu une guerre ouverte depuis février dernier. Donc le texte ne règle rien sur le fond, il ouvre un calendrier de négociations sur plusieurs dossiers laissés en suspens. Le programme nucléaire iranien, les avoirs iraniens gelés, la levée des sanctions, le statut futur du détroit d'Ormuz et la situation au Liban. Le détroit est au cœur de la tension. C'est un couloir de 20 et 21 miles de large à son point le plus étroit entre la côte iranienne et le sultanat d'Oman, par lequel passe environ, comme on le sait, 20% du pétrole mondial. Puis, donc, pendant les combats du début d'année, l'Iran a y imposé un blocus, donc désorganiser l'un des axes commerciaux les plus vitaux de la planète, en faisant grimper donc les cours de l'énergie. Puis depuis, l'Iran répète son intention de monétiser ce passage. Historiquement, il est gratuit.
Donc, le mémorandum du 17 juin, lui, garantit une navigation sans frais pendant les 60 jours de trêve et prévoit qu'Oman Oman et l'Iran s'engagent ensuite un dialogue bilatéral sur la gouvernance du trou. C'est ici qu'intervient Oman. Le sultanat n'est pas un acteur iranien, c'est un médiateur historique entre Washington et Téhéran, réputé par sa neutralité et proche, beaucoup proche des États-Unis. Fin mai dernier, quand les rapports évoquent une supervision conjointe irano-omanaise du T3, la réaction américaine est brutale. Le président menace publiquement de bombarder le Oman s'il ne se comporte pas comme tout le monde. Et le Trésor américain agite la menace de sanctions. Donc, Téhéran, de son côté, qualifie ses propos de tentative de chantage contre un État membre de l'ONU. Sur le Liban, de l'autre côté, enfin, donc le 19 juin, il y a un cessez-le-feu entre Israël et Hezbollah est annoncé, facilité par les États-Unis, le Qatar et l'Iran. Mais des frappes se poursuivent sur le sud du pays. Le lendemain, l'Iran affirme refermer le détroit en réponse. Donc une affirmation que l'armée américaine dément. Donc, c'est ce fil libanais que Qalibef érige aujourd'hui en condition préalable. Selon lui, un comité conjoint irano-américain a été formé pour surveiller l'application des clauses libanaises et une acclamie relative s'y serait installée. Chaque dossier pris isolément semble technique, assemblé, il forme un nœud réellement. Donc, si on part dans le fond du sujet, au niveau de l'analyse, le vrai sujet n'est pas de savoir qui a rompu cette trêve, c'est une question de séquence. Donc, Téhéran pose une exigence d'ordre, il refuse de passer à l'étape suivante, celle qui touche le nucléaire, tant que les clauses jugées prioritaires, par exemple le Liban et Hormuz, ne sont pas verrouillées. Washington veut l'inverse, sécuriser d'abord les limites véritables et permanentes sur le programme nucléaire. Puis les deux parties se bloquent donc pas sur le contenu d'un accord introuvable, mais sur l'ordre et les séquences dans lesquelles les engagements doivent être honorés. Donc chacun veut que l'autre livre en premier. Puis dans tout ça, le Détroit condense ce désaccord de séquence en un point précis. C'est là que la nuance compte. La proposition remise par Oman décrit, selon des diplomates et une source proche de la position américaine, des frais de service volontaires. Donc, un modèle inspiré des détroits de Malacca et de Singapour, où il y a une fondation privée qui finance la sécurité et de la navigation par des contributions non obligatoires. Un responsable iranien, lui, affirme que ces paiements seraient obligatoires. Donc, tout se joue dans cet écart-là, ce gap, entre une contribution volontaire à la sécurité, à la sûreté maritime et un péage souverain. Il y a à la différence entre un arrangement technique et une remise en cause du droit de passage en transit reconnu par la Convention des États-Unis sur le droit de la mer. Donc, la position américaine exprimée par le secrétaire d'État Marco Rubio refuse la monétisation, qu'on l'appelle frais, péage ou don. Mais des interlocuteurs américains cités par le New York Times se disent confiants sur un règlement au niveau technique. Donc, autrement dit, le fossé pourrait être plus étroit que le vocabulaire ne laisse croire. Donc, face à cela, il faut tenir une lecture inverse, celle de Washington. Le vice-président américain J.D. Vance martèle que les États-Unis ont toutes les cartes. Selon lui, que la négociation aboutisse ou échoue, le programme nucléaire de l'armée conventionnelle de l'Iran doit s'en détruire. Et la position américaine reste dominante. Dans cette grille, l'immobilisme iranien plutôt, n'est pas une force, mais un aveu de faiblesse. Et l'exigence sur Hormuz, une manœuvre de levier plus qu'une ligne rouge existentielle. Donc cette lecture a sa cohérence et l'ignorer reviendrait à prendre la communication iranienne pour argent comptant. Reste un détail révélateur, souvent traité comme une humiliation et qui mérite mieux. Si les responsables iraniens de premier plan évitent de se montrer face aux caméras à Doha, c'est aussi, selon des analystes régionaux,
parce qu'une photographie de négociants directement avec les Américains constituerait un risque politique intérieur. Donc, le refus d'une réunion directe n'est pas seulement un signal envoyé à Washington, c'est aussi une contrainte de politique interne, ce que Vance qualifie de tactique de négociation persane. Dénier les pourparlers en public tout en reconnaissant des discussions techniques. Donc, se lit alors moins comme une ruse que comme une gestion simultanée des deux audiences, l'adversaire puis l'opinion domestique. Enfin, sur l'option militaire présentée, Trump envisage la guerre totale et un changement de régime, entre parenthèses, comme un titre, c'est de ne retenir qu'une branche d'un arbre de décision. Le même rapport indique une préférence affichée par la diplomatie et une trêve prolongée. Tant que la seconde moitié n'est pas corroborée par une décision, la première doit rester au conditionnel. Une revue d'options n'est pas un ordre d'opération. Donc, essayons de sortir des angles morts. Ce que la couverture au fil du jour laisse systématiquement dans l'ombre, ce sont les nuances qui empêchent le récit de se refermer trop vite. D'abord, on a l'acteur répété, l'Iran veut taxer le droit. Et face à ce stade, c'est l'OMO, le sultanat, qui, allié de Washington et médiateur revendiqué, a formellement porté la proposition sur un modèle emprunté à Malacca. Donc, et l'écart entre les frais volontaires et un péage obligatoire n'est pas un détail sémantique. C'est précisément le point où le désaccord peut ou non se résoudre au niveau technique. Le raccourci transforme une négociation graduée en affirmation binaire. Ensuite, l'option militaire. Le titre « Retour à la guerre » ampute le rapport de sa seconde moitié, qui est la préférence rapportée pour la diplomatie. Donc, un blind spot par omission où la moitié inquiétante voyage plus loin que la moitié rassurante. Enfin, plus structurant, traiter cette crise comme une routine, les mêmes dépêches chaque jour, un échange de frappes attendu de la part et d'autre jusqu'aux élections de mi-mandat de novembre prochain. Donc ça va installer l'idée qu'aucun déclencheur précis n'est identifiable. Or, chaque flambée a une cause datée et située. Donc, nommer le mécanisme récurrent plutôt que plutôt de le dissoudre de l'homo tension, c'est refuser que l'accoutumance tienne lieu d'analyse. Donc, pour conclure, et comme conclusion, le mémorandum signé il y a 15 jours, déjà suspendu à une question d'ordre qui exécute en premier. Deux, un détroit dont le sort tient à un mot, volontaire ou obligatoire. Une option militaire brandie et dans le même souffle écarté. Rien de tout cela ne révèle de la fatalité. Donc, tout relève d'un séquençage que personne ne veut concéder le premier. La vraie question n'est peut-être pas la guerre va-t-elle reprendre, mais celle-ci. Quand la fragilité d'un cessez-le-feu devient prévisible au point de sembler routinière, est-ce le signe qu'il tient ou qu'on accuse de chercher ce qui, à chaque fois, le fait vaciller? Merci, puis à la prochaine vidéo d'analyse de voix interdites. Abonnez-vous et à la prochaine. Merci.